Bon matin, Jean du Québec. Bon après-midi, Jean d'Europe. Bienvenue à la chronique quotidienne Les Voix du Cœur. Accompagné de mon ami Goulven Bazir, cohabité Salut! avec la nature. Goulven, bon matin à toi. Bonjour Mario, comment vas-tu? Hey, ça va bien. Et Goulven, on va amener tout de suite une petite parenthèse avant de commencer l'émission. Aujourd'hui, on fait une double chronique. Là, on va faire une chronique qui va durer 30 minutes. Après ça, on fait une petite pause. Vous allez voir, il y a un autre live qui est programmé. On revient avec vous. Et là, hey, comme c'est ça, on n'est pas... Pourquoi qu'on n'est pas sur l'écran? On nous entend, mais on est tous dans le noir, moi et toi. On va aller voir ce Oh qui se oh. passe actuellement avec cette merveilleuse technologie. Donc, on précise aux gens, vous ne nous voyez pas, la lumière est fermée actuellement, donc soyez patients, on arrive dans quelques secondes. Hop, pom, pom, pom. Vous devriez nous voir maintenant dans 5, 4, 3, 2. On descend tout ça complètement dans le fond, complètement. Et, tu sais, des fois, t'essayes de cliquer sur ta souris, puis elle dit, non, monsieur, c'est pas le temps. Et nous voilà, les amis. Salut! Salut, bon matin. Bon Bon, matin! hey, on mentionnait, Goulven, que l'émission va se faire en deux temps. Donc, on fait une première émission actuellement de 30 minutes. Après ça, on prend une petite pause. Il y a un autre live qui embarque sur Facebook 5-10 minutes plus tard à 9h40. Donc, on revient avec une autre chronique cohabiter avec la nature. Donc, on fait du temps supplémentaire, mon ami. Ah oui, moi j'en ai toujours besoin du temps supplémentaire. Bonjour Hey. les amoureux de la nature, ça me fait plaisir de vous retrouver en tout cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler un petit peu de l'état d'esprit qu'on peut avoir pour pouvoir se lancer dans un projet de conception d'une maison écologique, mais plus largement que ça. Comme on a deux émissions ensemble. La première partie, c'est un peu l'état d'esprit. La, la deuxième partie, euh, la deuxième partie de la première partie, ce sera aussi le plan d'action et comment s'y prendre un peu. Et ensuite, la deuxième émission, ça va être surtout comment y agir, comment aller rencontrer les banques, c'est quoi les questions à poser, le type de financement à aller rechercher, ce genre de choses. Donc restez avec nous, ça va être vraiment intéressant. Écoute, deux belles chroniques back-à-back, comme on peut dire. Bon, ok, c'est correct, j'ai même ta petite expression, je voulais la placer. Donc, j'adore être à t'accompagner, en plus, Goulven. Et là, moi, quand je regarde là, la nature et tout ce que tu amènes comme solution, comme aussi information, de plus en plus, les gens, en écoutant ces chroniques, peuvent déjà avoir une idée de tout ce qu'il faut mettre en place c'est le temps de consulter aussi. Parce que moi, là, peu importe toutes les chroniques qu'on fait, et tu sais que j'adore et je prends beaucoup de notes. J'étais assis ce matin, ben pas assis, il faut que je l'avoue, là, j'étais debout au soleil avec mon café au lait. Oui, j'avais mon bon café qui me reste encore ici froid. Et je regardais mon terrain, je regardais mon environnement et je regardais un peu les apprentissages. Et là, je regardais le soleil, je regardais les arbres, les peu d'arbres qui me restent vivants sur le terrain, etc. Puis je faisais comme, oui, mais j'aurais pas le choix de faire venir Goulven, moi, je suis sûr et certain. Donc, mais que ça soit le temps, on va vraiment avoir du plaisir, je le sais. Parce que c'est le but aussi, Goulven, que les gens aussi appellent Goulven et s'informent et demandent aussi. Ben, merci en tout cas de me mettre en avant. Il n'y a pas que moi qui a ces compétences-là, évidemment, il y a plein de Oui. personnes, mais c'est certain que si on est entre déjà en contact nous ensemble, c'est évident que c'est plus fun d'avoir à travailler parce que j'ai l'historique un peu du projet. Et, euh, et puis tu connais l'état d'esprit que je vais avoir à y mettre, et j'aimerais en fait vous partager justement cet état d'esprit pour que vous puissiez comprendre lorsque moi je vais arriver sur place ou qu'on s'appelle par Skype, ou en vidéo ou par téléphone, se dire ok, non mais c'est logique qui m'amène ce genre de choses. Moi, il y a quelque chose j'ai commencé dans ma vie avec quelque chose d'assez important, ça s'appelle l'échec. J'ai vraiment, dans ma vie, j'ai plutôt quand même assez bien raté mes études. Et aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je viens de réaliser à quel point c'est important d'avoir fait ça. Pour moi, hein, je vous demande pas la même chose, mais je pourrais vous citer Bill Gates qui disait, moi, j'ai un peu raté mes études. Au final, aujourd'hui, je suis fondateur de Microsoft, et à l'époque, il avait un ami, un très bon ami à l'école, qui avait d'excellentes notes. Et donc, c'est un ingénieur qui est salarié chez Microsoft. Moi, aujourd'hui, le fait d'avoir un peu comme raté mes études, d'avoir eu une petite culture de l'échec, où quand j'étais en France, c'était un peu catastrophe pour moi, mais aujourd'hui, c'est réouvert dans mon esprit. Je me suis rendu compte à quel point je suis content de m'être loupé, parce que sinon, en fait, vous me verrez pas. Je serais en train de travailler derrière un ordinateur. Alors là, je suis derrière un ordinateur avec vous aussi, mais je serais derrière un ordinateur en train de faire des pièces en 3D
sur des machines-outils qu'on verrait dans des usines. Oui. Donc je serais pas sorti de l'usine en fait. Je serais encore un bon élève de l'école, un bon élève de l'usine qui applique bien ce qu'on se dit. Et puis je vais toucher de bonnes notes ou un bon salaire qui serait plus ou moins l'équivalent des notes quand on passe dans le monde adulte, quand on quitte l'école. Oui. Et qu'est-ce que je suis heureux d'avoir loupé ça. C'est quand même extraordinaire parce que je t'aurais pas connu. Je suis content, moi aussi. Et il y a un moment donné aussi dans ma vie, j'ai eu un petit parcours où j'ai fait plein de petits boulots, puis à un moment donné, je me suis mis à avoir un boulot en intérim en tant que facteur. Quand j'ai été facteur, j'ai vraiment aimé ça parce que ça me forçait à me lever le matin. Quand on est un peu fin d'adolescence, on n'a pas toujours envie de se lever le matin, donc ça m'obligeait d'être à 7 heures au travail, c'était cool. Et l'énorme avantage, c'est que je finissais à midi et demi, 13 heures, parce que j'étais assez rapide. Souvent, je faisais toute la tournée en scooter ou à vélo ou même en courant. J'avais la chance d'être dans le sud de la France, à Grasse, où c'est une ville qui est un peu en pente. Donc, j'aimais bien me tenir en forme pour pouvoir monter et descendre tous les escaliers, les ruelles dans tous les sens à fond. Et qu'est-ce que ça a provoqué chez moi? Ça, c'est un espace-temps qui était extrêmement important pour que l'après-midi, chacune des après-midi que j'avais après mon temps de travail, c'était d'apprendre des choses sur l'environnement. Apprendre des choses sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, sur l'écologie, sur la biodiversité, sur le changement climatique, sur les énergies, sur des solutions, sur comment rencontrer aussi des personnes. Comme j'avais plein d'après-midi, j'avais la possibilité d'aller dans des salons, d'aller rencontrer différentes personnes. Et donc, ça te donnait cette liberté-là d'apprentissage que tu avais déjà là, en toi, là, très, très, très puissant, là. Ah bah, j'avais en moi une culture qui était dès l'adolescence. Je me suis dit, moi, le jour où je vais travailler dans la vie plus tard, je veux faire un métier qui va avoir le minimum d'impact négatif sur l'environnement. J'avais déjà ça comme état d'esprit à 13, 14, 15 ans. J'en ai 34 aujourd'hui, ça s'est pas arrêté. J'ai même plutôt l'objectif d'avoir un impact positif, voire même mieux que ça, avoir un impact régénératif. C'est peut-être un terme qui est pas toujours employé là, le régénératif, mais l'objectif, c'est d'amener les gens à être tellement résilients dans leur mode de vie, dans leur façon de faire et dans leur capacité à être capable de répondre à des chocs. Être résilient, c'est être capable de subir un choc, d'être un peu ébranlé, de dire pas de problème, de toute façon, j'ai de la nourriture chez moi, j'ai de la capacité s'il y a une coupure d'électricité, j'ai un chauffage au bois, ou sinon j'ai une maison solaire qui va être capable de pas tomber en dessous de 15 degrés en hiver pendant 3 jours pour éviter que je me gèle dans la maison. Donc la conception de la maison va être en lien aussi avec la résilience de la coupure de l'énergie. Et toutes ces petites astuces-là, je suis allé les chercher en fait à droite à gauche. Je suis allé les chercher auprès des personnes qui avaient ces compétences-là. Ou évidemment, je suis allé les chercher avec des personnes qui avaient seulement quand ils sont pas toujours accessibles en classe, en cours ou en conférence. J'ai acheté des bouquins, j'en ai lu des quantités hallucinantes. Je ne peux que vous recommander de lire des bouquins. Mais tout ça, c'est parti d'une chose qui est vraiment importante. C'est que j'ai essayé avec tout ça, même à travers les échecs. Moi, à l'origine, je voulais juste réussir, comme vous, je l'imagine. Mais dans cette réussite, je me suis trompé plusieurs fois. Je me suis planté. Aujourd'hui encore, j'ai pas une entreprise florissante et je suis salarié d'une autre compagnie qui est Solutions RA. Mais là-dedans, j'adore me tromper parce que quand je me trompe, je me mets en fait mon erreur, je la mets au service des personnes auprès de qui je vais aider. Et j'ai un niveau de transparence assez important. Lorsque je fais une erreur auprès de mes collègues de travail, je leur annonce, puis souvent on va trouver une solution ensemble. Puis il y a une résolution de groupe, une cohésion de groupe qui se crée en disant il se montre vulnérable, il démontre sa capacité à se tromper et à réussir aussi, parce que je fais les deux quand même. Il y a des choses quand même que je réussis. J'ai quand même contribué à certaines choses quand même. Aller voir un peu les résultats qu'on a pu obtenir en socio-financement ou même actuellement tous les webinaires que je peux réaliser aussi avec les étudiants de Solutions RA, où les étudiants ont de poser leur la question s'ils se sentent accompagnés.
vous verrez si normalement, j'espère que 98% des étudiants vont dire oui. J'accepte encore 2% d'échecs. Et j'ai la chance d'en connaître un ami que je savais pas qui est en train de suivre une formation et écoute, il est enchanté et lui tout ce qu'il a hâte c'est que ça soit prêt dans mon environnement et de pouvoir réunir Goulven et aussi Mathieu qui s'appelle hein. Donc il veut participer à ce projet-là fou que j'ai, mais tellement un projet pour moi qui est important, c'est devenu de quelque chose. C'est rendu pour moi mon futur mode de vie. Faut juste que je prenne le temps de le mettre en place, mais c'est mon mode de vie que je veux avoir. Donc, faut que je mette les éléments en place, tout simplement. Mais t'as bien commencé, Mario. T'as fait quelque chose. Tu t'es dit, moi, qu'est-ce qui m'amuse dans la vie, c'est de faire des chroniques radio avec des personnes qui sont intéressantes. Ben oui. Je me mets dans le lot dans ce cas-là parce que ça fait un moment qu'on discute, donc j'imagine que ça doit être intéressant aussi pour toi. et ce qui fait que tu cherches à t'informer. Et donc, tu commences dans le bon sens. Il y a une citation de, comment c'est déjà? Je crois Benjamin Franklin, non? Ou, un des anciens présidents des États-Unis, excusez-moi de son nom si je le tords un peu, mais il disait, si j'ai 6 heures pour couper un arbre, je prendrai 4 heures à aiguiser ma hache. Oui. Oui. Ça vous démontre bien qu'il est plus essentiel d'avoir à prendre le temps à bien affûter vos idées et affûter les outils que vous allez utiliser que de vous prendre une vieille hache qui ne coupe pas et de vous mettre à battre l'arbre pour pouvoir le bûcher. Sans savoir où est-ce qu'il va tomber l'arbre. Est-ce qu'il va tomber sur la maison? Est-ce qu'il va tomber sur le chemin? Il va bloquer le chemin. Vous voyez, il y a des petites astuces à se poser avant de se lancer dans un projet. Et c'est ça que c'est ça que je souhaite vous démontrer aujourd'hui. J'essaye pas, je vous le démontre, c'est mon objectif. Yes. Et je m'en allais dire, non, t'essayes pas. C'est ça. Très bien, mon ami. J'ai retenu la leçon avec Yoda. Yoda le disait à son disciple. Non, il n'y a pas d'essai. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Alors, c'est ça qui fait que j'accepte mes échecs parce que je le fais à un moment donné. Mais j'y ai réfléchi. Comment j'y ai réfléchi? Il y a un peu cette notion aussi de se dire, OK, comment je peux simplifier mon mode de pensée? Parce que j'ai quand même une culture qui à l'origine, c'était de avoir une pensée complexe. Et donc, tout ce que je voyais autour de moi était un problème. Et donc, quand on se met à essayer de trouver des solutions simples, et à chercher plus des problèmes simples, mais à se dire comment je peux simplifier ma pensée pour pouvoir aller à des choses un peu plus essentielles. Il y a la culture du zen, du minimaliste, de la simplicité volontaire, voire même de la décroissance en France. Le terme en lui-même, moi, me plaît pas beaucoup, mais par contre, la logique qu'il y a derrière est intéressante aussi. Pour pouvoir aller vers un chemin qui nous mène en fait sur quelque chose. Qu'est-ce qui nous fait peur ou pas peur en fait? Parce que j'aurais beau vous dire, mais non, ne t'inquiète pas. Ce que tu as devant toi, ce n'est pas un serpent, c'est une corde. Si toi, t'es persuadé que c'est un serpent, t'as peur. Et cette peur, elle va te figer et tu vas chercher que des problèmes autour de toi. Ah bon, oui. Ça, c'est sûr. Et dans ces cas-là, c'est intéressant d'avoir à aller chercher quelqu'un d'autre qui, lui, va arriver sur place, sur votre terrain et dire, bah là, regarde, il y a cette solution-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et de faire la liste des solutions et de dire, waouh, ah ouais, en fait, tout va bien. Et puis s'il y a un problème, mais c'est génial parce que dans un problème, sachez une chose, il y a toujours la graine de la solution. Ce qui est important, c'est d'observer ce problème attentivement. Et l'avantage d'une graine, ben on sait qu'elle peut germer et elle peut grandir et devenir un arbre. Et ça va donner un très beau concept. Mais c'est vrai, c'est juste de prendre le temps de se poser et c'est ce que tu amènes aussi avec tes expertises, l'expérience aussi acquise avec toutes ces recherches-là, etc. Parce que moi, sérieux, je te l'ai dit, Goulven, je passe du temps à regarder mon terrain actuellement, ok? Je l'observe de gauche à droite, de haut en bas, et vraiment, et là, je fais comme, yes! Ok, mais j'ai aucune idée encore. Mais je le vois, j'imagine en tout cas. J'imagine. C'est parfait. Il y a quelque chose que tu fais déjà et que j'apprécie beaucoup, c'est que tu observes ton terrain. Mais je pense que tu le fais en étant debout. Oui. Ou souvent sur le dos. Sur le dos par terre? Ouais, moi, je me couche par terre, je regarde mon terrain, merci. je regarde les. Voilà. Oh, oui. Ce qui est important, c'est qu'on a l'habitude d'être debout et d'avoir une vue qui est plus ou moins tout le temps le même angle, même si on tourne sur soi-même, on a tout le temps à peu près le même regard. C'est important de se mettre la tête à l'envers. Moi, j'adore ça. Quand j'arrive sur un terrain et que les gens sont un peu ouverts sur le fait que je puisse me faire une posture de yoga, je me mets la tête à l'envers et j'observe le terrain complètement à l'envers pour pouvoir essayer de voir
de façon inversée les choses et de me retourner le cerveau. Première chose, quand je fais ça, en plus, ça fait en posture yoga, faire des inversions, ça permet de flusher un peu le surplus de mental qu'on peut avoir dans l'esprit. Donc, flusher, c'est libérer un peu le mental. Oui. On flush. C'est ça, c'est un peu comme tirer la chasse d'eau. Et quand j'ai observé ça en yoga, j'ai fait waouh, c'est vraiment intéressant. Quand je suis trop pris dans un problème, je me sors de mon siège, je me sors de l'écran ou du problème, je me mets debout, je m'étire un peu et je me mets la tête à l'envers. Et là, j'observe le monde dans ce sens-là et j'arrive à percevoir des choses différemment. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de se mettre à ramper au sol, d'observer différentes choses parce que le monde, il est aussi dans les herbes. Dans les herbes, il y a des plantes, il y a pas que des herbes, il y a aussi d'autres types de plantes, il y a des petits insectes, il y a plein de vie qui se passe là. Et qu'est-ce que les insectes voient de la maison? Comment ça se passe de cet angle de vue? Comment ça se passe de l'angle de vue de l'arbre? Elle est où l'ombre à telle heure, à telle date? Alors, c'est facile en été, j'avoue qu'en hiver, c'est pas toujours aisé, mais ça se fait aussi de le faire dans la neige. C'est merveilleux. De toutes les positions, je te dirais, peu importe, des fois, je peux être dans les airs, je peux être par terre, je peux être en avant, je peux être, j'ai à faire grimper dans l'échelle pour monter sur le bord du toit, faire une réparation, peu importe. Je prends le temps d'observer l'environnement de différentes vues parce que c'est ce qui compose la création de ce qui va s'en venir parce que je vais avoir une idée de mon terrain, de comment ce qui est tout dimensionné, tout simplement. Mais bon, je fais juste le voir visuel, là, je suis pas capable de mettre ça sur papier. Non. Mais tu peux commencer à prendre des notes de ton ressenti, de ton besoin, tu sais, c'est envisageable aussi. Tu peux dire aussi, tiens, j'avais pas remarqué ça. Dans la gouttière, comment elle s'écoule là. Tiens, je remarque là, il y a l'eau quand de la gouttière, quand elle s'écoule, il y a quand il pleut, si tu sors. Ah oui, ça, j'adore sortir quand il pleut, moi. Observer un terrain quand il pleut, c'est mon moment préféré. J'avais quand j'habitais en France, j'avais la totalité de l'équipement, donc la grande casquette pour que je puisse quand même pas avoir un rideau de pluie sur les yeux là, parce que juste la capuche ça suffisait pas. Non. Évidemment le sweat, le kawaii sur le dos, un pantalon de pluie et des bottes pour pouvoir aller mettre les pieds dans l'eau et même s'il pleuvait très très fort, de vraiment observer comment l'eau s'écoule. Et quand tu te mets à observer une gouttière, que tu vois que l'eau, tu te rends compte, tiens, il y a une partie de l'eau qui évacue vers la maison, comme si l'eau allait stagner contre la maison. Ah mais oui, c'est vrai, je me souviens, au sous-sol, il y a de l'humidité qui stagne là. Tiens, il y a peut-être un lien là. Il y a peut-être qu'il n'y a pas de drain qui va permettre d'évacuer l'humidité pour pouvoir éloigner l'humidité de la maison. Parce qu'on sait que la problématique de la moisissure dans une maison, ça peut poser vraiment un problème. Oui, et puis c'est pas bon pour la santé. C'est exactement ça. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'énergie non plus, parce qu'une maison qui est humide, il faut la chauffer plus longtemps. Et si l'isolant est humide, il perd en efficacité. C'est la même chose que vos vêtements quand vous êtes en hiver, vous avez froid, vous avez un pull en laine, le pull en laine, il est super chaud, il se met à pleuvoir dessus, il est capable d'absorber jusqu'à 30% d'humidité, ce pull en laine, mais à partir de quelques minutes, si vous dépassez ces 30% d'humidité, bah, vous allez commencer à avoir froid. Surtout s'il y a du vent en plus. Oh, puis il va être pesant en plus. Donc il faut en plus s'assurer que la maison soit étanche à l'air, soit étanche à l'humidité, et que l'humidité soit le plus éloignée possible de la maison. Wow, écoute, Sylvain, ça roule le temps. On a déjà un gros 20 minutes de passé ensemble pour partir cette émission-là sur l'état d'esprit, hein. Et juste amener ton état d'esprit avec nous, moi, hein, avec toi comme ça, et les auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement, je trouve vraiment que c'est amener une qualité. Excuse-moi, c'est le mot qui venait. Amener une qualité de ce qu'on peut être tout simplement dans cet état d'esprit-là. C'est tout. Donc, go for it, les amis. Écoute, je me suis énormément inspiré de plusieurs auteurs de livres. C'est-à-dire que j'ai pas que lu non plus des livres techniques sur l'habitat. Hein, je me suis quand même inspiré de philosophes, de penseurs. J'ai lu le Tao, j'ai lu Krishnamurti, j'ai lu plein de philosophes comme Nietzsche, ce genre de choses. J'ai pris seulement ce qui m'intéressait. Mais il y a un passage que j'ai lu récemment de Pierre Rabhi. Il a donné une conférence à un TEDx à Paris en 2011, je crois, et j'aimerais vous relire ce petit passage. Existe-t-il une vie avant la mort? C'est une bonne question quand même à se poser parce que l'état d'esprit, c'est quand même se poser la question de où est-ce que j'en suis maintenant et est-ce que j'ai envie de changer un peu d'univers. Et si vous connaissez Pierre Rabhi, je suis quasiment persuadé que vous connaissez cette histoire-là. Si vous connaissez pas Pierre Rabhi,
Je vais vous lire ce petit passage-là. Ça va durer 1 ou 2 minutes. Et je vous invite très fortement à aller observer ou lire ces bouquins. Ça peut vous influencer. Surtout si vous démarrez dans l'écologie. C'est quelqu'un qui, pour moi, est vraiment le premier précurseur pour pouvoir vous donner les petits échantillons sur la philosophie de pensée. Après, approfondissez dans le chemin dans le sillon qui vous intéresse. Il y a vraiment d'autres penseurs qui vont aller plus loin que Rabbi. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un pour éveiller la pensée. Et en plus, moi qui parle souvent de sobriété en énergie, pour être sobre en énergie, c'est avoir justement cette pensée un peu libérée de cette complexité, de la peur, de ce genre de choses. Lui, il parle de la sobriété heureuse. Voilà, je vais vous citer un peu ce petit mot-là. Alors, je préfère le lire pour quand même pas déformer ses propos. Alors, ces mots limpides sont réservés à ceux qui font l'épreuve de la vie réelle. À la grande proclamation de la modernité, c'est que le progrès allait en quelque sorte libérer l'être humain. Le progrès allait libérer l'être humain. Excusez-moi, ce mot me fait toujours rire, le progrès. Mais moi, quand je prenais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, je trouvais une série d'incarcérations à tort ou à raison. De la maternelle à l'université, on est enfermé et on appelle ça un bahut. Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes. Tout le monde. Mais pour aller s'amuser, on va aussi en boîte, bien sûr. Dans sa caisse, bien entendu. Et puis vous allez avant la dernière boîte où on stocke les vieux, en attendant la dernière boîte où je vous laisse deviner la fin. Voilà pourquoi je me pose la question, existe-t-il une vie avant la mort? Alors, est-ce que vous êtes enfermé dans une boîte ou est-ce que vous voulez avoir une pensée en dehors de la boîte? Effectivement. On cite souvent cette phrase, ah mais oui, c'est une belle chose qui est en dehors de la boîte. Mais moi, j'imagine souvent des choses sans boîte. Je suis même pas en train d'imaginer quelque chose qui est dans une boîte parce que déjà une boîte pour moi elle est carrée. Alors que j'habite sur une planète ronde, dans un univers qui tourne de façon circulaire ou de façon vortex. Donc il n'y a pas de cube, il n'y a pas de carré, Il n'y a pas de pointe. Il y en a pour la maison parce que c'est quand même plus pratique de caler des meubles dans les angles, mais c'est pas toujours nécessaire. Il y a un autre philosophe qui se définit lui-même comme un habitologue, qui s'appelle Antti Lovag, qui a fabriqué et conçu des maisons rondes. Son concept date des années 75-80, quand il a fini une des plus belles maisons dans le sud de la France, à Théoul-sur-Mer, près de Cannes, Nice. Il a fini ça dans les années 83, une très bonne année de surcroît. Je parie que c'est pas mal l'année de ta naissance. Vous voyez ces maisons bulles où tout est conçu pour faire en sorte que la fonction définit la forme. Et là, franchement, moi, c'est quelque chose qui me passionne complètement. C'est pour ça que je vous ai parlé précédemment de ma méthode ATM, des activités de relation qui vous définit un peu où est-ce que vous allez peut-être éventuellement vivre. Mais ces activités et ces relations vont aussi définir un peu le terrain, et ces activités et ces relations vont définir un peu ce que vous allez faire dans votre terrain, là où est-ce que vous allez situer votre maison, situer votre jardin, situer les déplacements que vous allez avoir au sein de cet espace-là. Et aussi, ces activités et ces relations vont définir des fonctions, dormir, avoir de l'hygiène, se préparer à manger, se chiller ou se reposer quelque part dans la maison, lire, regarder la télévision ou peut-être même faire une activité sportive, peut-être un peu votre comment on appelle ça en français déjà? J'ai que le terme workout qui vient. En tout cas, vos exercices sportifs à la maison, qui fait que toutes ces activités-là, vous allez vouloir les positionner dans la maison. Et là, c'est intéressant d'observer Antti Lovag qui va lui faire des bulles et il prend une bulle et ça c'est une activité. Une autre bulle c'est une autre activité. Puis après, il fusionne ces bulles ensemble, il crée des liens ensemble. Et ça fait des univers complètement. Ça s'arrête jamais. Vous êtes n'importe où, dans un couloir, dans une pièce, dans la cuisine, en train de manger. Vous regardez, vous avez une vue vers l'extérieur et vous avez une vue vers les formes arrondies, douces, délicates, qui font que vous vous ennuyez jamais. Le regard ne s'ennuie jamais. Et moi, je ne peux pas m'ennuyer quand je observe la nature. La nature est ronde, la nature est généreuse, elle a abondance. Elle est complexe aussi. Mais elle est simplement complexe. Quand vous commencez à observer les patterns, les schémas, les motifs qu'on observe dans la nature, il y a des choses qui sont naturelles, qui
qui se reproduisent de façon naturelle. Vous pouvez vous prendre de passion comme moi aussi avec les fractales. Et toutes ces fractales, d'ailleurs même le cinéma utilise les fractales pour pouvoir définir des nouveaux univers dans l'univers de science-fiction. Ils se prennent des algorithmes à base de fractales pour pouvoir créer des mondes complexes. Et nous vivons dans un monde complexe, mais cette complexité, aujourd'hui, on peut prendre le temps d'observer cette simplicité. Et cette simplicité, elle devient volontaire de votre côté quand vous décidez d'observer ce qui est juste, ce qui semble résonner avec vous. Et il n'y a pas vraiment besoin de chercher des choses trop complexes. Et quand ça devient un peu complexe, entourez-vous des bonnes personnes. Allez chercher des personnes qui ont écrit des bouquins qui vous correspondent. Allez voir des conférences. Allez à la rencontre des personnes qui se sont formées et qui sont prêts à vous transmettre leur savoir. Parce que eux, ils vont prendre un plaisir monstre, comme moi je le fais avec vous, à vous transmettre le savoir qu'ils ont pu acquérir pour pouvoir se dire, ouais, putain, ce que j'ai appris, je le saisis parce qu'aujourd'hui, je suis capable de le transmettre. Et c'est ça qui a fait que moi, ça fait 10 ans que je suis un éternel étudiant et que je fais que de me tromper et que je suis heureux d'être un peu dans cette culture de l'échec qui, par moments, font des grandes réussites. Et j'ai hâte de pouvoir vous faire surgir votre maison, votre projet qui va faire en sorte que vous allez pouvoir, waouh, ah oui, je l'ai imaginé, je l'ai conçu, je l'ai planifié et j'ai tous ces plans-là, je les ai fait, j'ai essayé de trouver des différentes erreurs et j'ai pas eu peur de me tromper. J'ai fait peut-être 25 versions. Moi, j'ai eu une étudiante avec qui étudie avec Solution RA. Elle était avec sa 28e version sur SketchUp. J'ai halluciné. Je n'imaginais même pas qu'il y en avait qui s'amusaient à en faire autant. 28 versions. Et je peux vous assurer que la maison, c'est complexe en titi, comme dirait notre ami Mario. Il y a sa maison, il y a son appartement à elle, il y a l'appartement de sa fille avec son mari et son enfant. Il y a une serre, il y a un garage, il y a une disposition de terrain qui est un peu en pente. Il y a plein de petites choses qui sont un peu complexes. Elle en a fait 28 versions. Wow. Et à chaque fois que sa fille venait avec une nouvelle idée, elle l'incorporait. C'est ça qu'elle a fait autant de versions. Et elle les a pas supprimées. Parce que toutes les esquisses, à un moment donné, si on arrive à fusionner toutes ces esquisses, ces croquis, ces petits dessins, même si vous prenez de la pâte à modeler, de la poterie, des bouts de papier, des cartons, vous voyez, les architectes, quand ils vous fournissent une maquette en carton, c'est pas pour rien, c'est que ils ont fait un maximum d'erreurs dans ce carton pour pouvoir définir une forme, pour se dire, est-ce que ça va être validé par mon client? Bah, essayez de faire la même chose. Amusez-vous. Faites-vous des plans, faites-vous des dessins et allez vous former. Parce que allez chercher des raccourcis. Il y a un terme pas en anglais, oui c'est en anglais, mais c'est en informatique. Merci pour le temps. En informatique, c'est hacker un système. Eh bien, hacker les esprits des personnes qui se sont déjà trompées et qui sont prêts à vous transmettre leurs erreurs pour vous dire, prenez ces raccourcis-là, j'ai fait l'erreur pour vous, n'allez pas la reproduire. On en est 2017 et plus encore. Donc, allez-y, posez-vous la question, qui, avant moi, s'est déjà trompé à ce niveau-là? Et si vous n'imaginez pas cette erreur-là, allez chercher des personnes sur un sujet qui vous intéresse par rapport à la conception de votre maison ou à la conception de votre projet en permaculture, en géobiologie, je suis comme surventilé avec mon cerveau parce que j'ai voulu trop vous donner d'informations. Là, j'ai comme à fond. Et voilà. Et là, je suis comme excité. Je suis un peu pas en stress parce que je suis dans mon élément à vous transmettre quelque chose. Passionné. Mais il y a quelque chose qui est important à ce moment-là. C'est d'un coup, je me rends compte, waouh, ouais, je suis vraiment dans ma tête là. Comment me rassembler au cœur pour pouvoir prendre des décisions qui sont justes. Et là, il y a une chose qui est toute simple. C'est que vous avez 2 hémisphères. Et là, je vous invite à faire une chose toute simple. C'est d'inspirer de l'oxygène et de l'air et de l'énergie, même de mettre de la lumière dans votre cerveau droit. Donc là, dans mon cas, c'est le cerveau droit qui est pour vous le cerveau gauche, j'imagine, en termes d'image réfléchie. Et quand vous réfléchissez cette lumière dans votre cerveau, vous retenez l'air pendant quelques secondes et vous soufflez cet air et vous imaginez que toute cette air, vous l'envoyez à votre cœur pour le transmuter. Et ensuite, vous remontez à nouveau cet air dans votre cerveau gauche, vous retenez un petit peu et vous soufflez à nouveau cet air dans votre cœur. Et au bout d'un moment, une fois que vous avez fait cette alternance gauche-droite, en passant par le cœur à chaque fois, ensuite vous allez faire un peu un 8 infini entre vos 2 cerveaux. Et une fois que vous allez pouvoir connecter votre cerveau droit et votre cerveau gauche ensemble,
Et il y a quelque chose de magique qui se passe. On dit que le cerveau droit, c'est la créativité, le cerveau gauche, c'est un peu l'analytique. D'une certaine façon, c'est assez vrai, même si c'est une façon très, comment dire, épurée d'expliquer les choses par rapport à la complexité du cerveau, on est d'accord. Mais par rapport à ce dont vous avez besoin, ça va permettre de vous poser et de vous poser les bonnes questions, vous poser votre regard et d'observer à niveau, comment observer le monde autour de vous, de l'écouter différemment, de le sentir différemment, de le goûter différemment et de le toucher différemment. Et là, vous faites appel à vos sens, parce que d'un seul coup, vous avez calmé votre cerveau qui est comme, ah, il y a trop de questions, il y a trop de problèmes, ah, mais non, il y a des solutions. La solution, elle est justement dans mon cerveau, je l'oxygène. Et là, en vous posant, vous allez pouvoir passer à l'action. Et comment on passe à l'action? Ça sera dans l'émission dans quelques instants. On a fini la première partie, on va passer à la deuxième partie dans un instant. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et Goulven, écoute, les gens sont déjà là, sont avec nous en direct. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester avec eux sur ce direct-là, Goulven, et on séparera tout ça après et on remettra les émissions sur plaisir. Facebook. Donc, les amis, ne quittez pas, restez avec nous. On revient dans 4-5 minutes, le temps juste de changer un peu là, la séquence, prendre une petite pause, se dégourdir la langue un peu. On vous revient, les amis, dans quelques secondes avec Goulven Nazir pour la suite. Puis on va laisser le temps à Goulven de respirer un peu aussi. Ah, vous aussi. Moi, ça va beaucoup mieux, là. À tantôt, les amis. On se retrouve dans 5 minutes.